ce que nous dit aujourd'hui, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, mais grosso modo, la France, et encore on a progressé, mais dépense à peu près 2% de son PIB, de son revenu dans les dépenses militaires. L'OTAN nous dit 2%, c'est ce qu'il faut en temps de paix, quand tout est tranquille. Là, on est quand même passé dans un monde qui est une espèce de jungle extrêmement brutale, où plus personne ne respecte rien, et donc on n'est pas en guerre. Mais on n'est pas en temps de paix. Voilà. On voit bien que c'est vraiment entre les deux. Et que donc ces 2% sont, à mon sens, absolument insuffisants. Et il faut facile aller à 3,5%. Vous êtes économiste, Nicolas. Comment est-ce qu'on peut passer en économie de guerre sans augmenter les impôts? C'est une question qui m'a été soufflée par Louis de Ragnel. Je lui rends hommage. Oui. On peut faire ça ou pas? Oui, bien sûr. Alors parce que les Français savent qu'ils devront payer d'une façon ou d'une autre. Sans avoir parlé. Je pense qu'il faut se réarmer beaucoup, mais juste un tout petit détail sémantique. Je suis contre le terme d'économie de guerre. Okay. Tout simplement parce qu'on n'est pas en guerre. Okay, et que si on se réarme, c'est pour ne pas l'être. Donc je pense qu'on a un effort important, mais on est évidemment... de toute façon... Non, mais c'était pas... C'est un terme qui est consacré aujourd'hui. Mais si on était en économie vraiment de guerre, c'est pas 2%, c'est 30 ou 40% du PIB. Donc évidemment, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut, grosso modo, aujourd'hui, le budget de la défense, c'est un peu plus de 50 milliards d'euros. Faut qu'on double. Voilà. D'accord. Pas d'un coup, bien sûr. Enfin, faut qu'on double relativement rapidement. On augmente les impôts ou pas? Donc, faut qu'on... Non. Mais non. Mais écoutez, au fond, on est le pays qui a la dépense publique la plus élevée au monde, en réalité. Et on ne serait pas capable de trouver dans cette dépense publique 30 ou 40 milliards d'euros pour se protéger. Et pour protéger nos enfants. Donc, on serait le pays au monde qui a la dépense publique la plus forte, mais par contre le seul qui ne peut pas la baisser. Vous voyez que c'est absolument impossible. Donc, en réalité, c'est 30 ou 40 milliards d'euros. On peut faire des arbitrages, on peut les trouver. Je veux dire, quelque chose qui est complètement évident, par exemple. Moi, je pense que les partenaires sociaux se grandiraient... Je rêve, mais que les partenaires sociaux se grandiraient... Bah oui, en disant, écoutez, le conclave est absolument anachronique, donc on passe à autre chose. On arrête de discuter sur il faut annuler ou pas la réforme des retraites. Oui, non, il faut l'amplifier. Mais bien ça, la discussion. Mais bien sûr. Et juste, par rapport à ce que vous disiez, Laurence, tout à l'heure, je vous entendais dire, avant la pause, je vous regardais tous, et vous disiez, il faut travailler plus. Mais vous avez 1000 fois raison. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut ne pas augmenter les impôts et avoir davantage d'argent à mettre, par exemple, dans l'armée, la première chose à faire, c'est tous ensemble dégager davantage de revenus. C'est-à-dire tous ensemble travailler plus. Et c'est en effet pas en se disant à passer de 64 à 62 ans qu'on va y arriver. Alors, attends, juste sur les retraites, Éric. Oui, parce qu'en fait, celui qui a mis les pieds dans le plat, c'est le patron du Conseil d'orientation des retraites du corps qui a dit, mais en fait, ce que vient de dire Nicolas Bouzou, c'est-à-dire qu'au moment où on cherche de l'argent pour financer le réarmement français, est-ce qu'il n'est pas un peu illusoire de dire on va mettre le plus rapidement possible des gens à la retraite qui vont coûter de l'argent sur le régime de base à l'État qui cherche de l'argent pour financer son réarmement. Donc là, évidemment, il s'est fait tacler par tous les partenaires sociaux qui sont en train, sous la demande de François Bayrou, de négocier la réforme. Alors, on ne parle plus d'abrogation, mais l'amélioration de la réforme des retraites sur les carrières longues, sur la place des seniors dans l'entreprise. Et on voit bien... Alors, peut-être qu'à l'Élysée, on nous dira « mais vous n'avez pas compris l'intelligence du président de la République ». En fait, tout était fait pour qu'on aboutisse à cette situation. Comme on aboutisse à la situation où finalement, c'est plus la peine de discuter de la réforme des retraites, chers amis, puisque l'État cherche de l'argent, si on ne fait pas de réforme, pour financer le réarmement. Puis deuxième piste, celle-ci, elle nous pend au bout du nez, alors on verra dans quelles conditions, c'est la façon dont on peut mobiliser l'épargne des Français. Oui. D'une certaine manière, il réussit son coup. Mobiliser, ça veut dire piquer, hein? Non, ça veut dire proposer des produits, ça peut être un emprunt, ça peut être ponctionner le livret A. Et je vais vous dire, ce qui est hallucinant, c'est que d'une certaine manière, Emmanuel Macron réussit son coup en mettant les Français sous tension. Parce que je regardais l'assurance vie, c'est 3 à 4 milliards de collecte par mois. Mais parce que les Français ont peur, donc comme ils ne se projettent pas dans l'avenir, on leur vend la guerre, ils thésaurisent. Et c'est d'autant plus facile ensuite quand la poche de l'assurance vie, 2000 milliards, gonfle, que de dire, chers amis, je vais taper dans l'assurance vie pour financer l'effort de guerre. Non, entièrement. Juste sur les livrets, parce que... Oui, je suis d'accord avec vous. Sur les livrets, on peut parfaitement... Il y a bien un livret A qui finance le logement social. On peut imaginer un livret qui finance la défense. D'ailleurs, alors là, je vais vous le dire, comme je le pense, je serais à titre personnel plus enclin à mettre de l'argent pour la défense
que pour les logements sociaux dont notre pays a le record dans toute l'Europe. Il y a 2,5 millions de ménages, Nicolas Bouzou, qui attendent un logement social. Oui, d'accord. Oui, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez, parce que les gens ne partent pas des logements sociaux. C'est pas qu'on manque de logements sociaux. Des logements sociaux, il y en a plein. Mais donc, je vais vous dire, le problème de cette histoire de livret, c'est tout à fait faisable et ça permet d'avoir de l'argent. Mais ça reste quand même pour l'État de l'endettement. C'est pour ça que je préfère quand même qu'on regarde comment on peut faire. Juste, question aux Français, est-ce que vous êtes prêts à payer pour cette situation? Non, pas vous. Les téléspectateurs et les auditeurs. Nicolas Bouzou. Encore plus. Nicolas, non, on est là pour, au contraire, pour vous aider à vendre vos livres. Écoutons ce que disent les Français. C'est ça. Oui, pourquoi pas. Je pense que l'époque le nécessite, un effort de chacun. Après, effectivement, au niveau industriel, au niveau du paysage économique, il faut sûrement faire des efforts. Si les impôts n'augmentent pas, pourquoi pas effectivement participer à une épargne qui contribue à cet effort de guerre, oui. Vu la conjoncture actuelle surtout, et les gens, je pense que maintenant, ils sont plus intéressés par leurs revenus, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils peuvent dépenser ou pas, tous les problèmes financiers qu'ils ont déjà. Je préférerais pouvoir financer à la hauteur de mes capacités, contribuer à cette solidarité plutôt que être taxé, être imposé de cette manière. Ouais. C'est intéressant ce que disent les Français, Nicolas Bouzou. Oui, oui. Ils ne sont pas contre du tout participer à un effort. Mais de façon intelligente. Enfin, ça, c'est un problème dont on parle depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on paye énormément de prélèvements obligatoires en France. Mais au fond, pourquoi est-ce que c'est gênant ? Parce qu'on a l'impression, à fort juste titre d'ailleurs, à mon sens, que finalement, ça va dans le tonneau des naïdes de la dépense publique, que c'est pas bien géré, que les services publics fonctionnent pas comme les services publics fonctionnent pas si mal, mais ils fonctionnent pas comme ils devraient dans le pays qui a les prélèvements obligatoires les plus élevés au monde. De la même façon, d'ailleurs, qu'on pourrait légitimement se dire, finalement, on a une armée qui est très bien, mais qui est petite. Grosso modo, c'est ça le problème de l'armée française. Elle tient dans le Stade de France. Voilà, exactement. Mais on a des équipements très, très forts de valeur ajoutée, etc. Mais tout ça est petit et ne nous permet pas de nous défendre longtemps. Et on peut se dire, c'est quand même problématique vu les prélèvements obligatoires. Donc on voit bien que c'est quand même un gros problème d'affectation de la dépense publique. Et juste sur cette question des retraites, c'est quand même intéressant. Si on regarde la façon dont les choses ont évolué depuis 50 ans, les dépenses de défense dans notre revenu national, en fait, elles ont énormément diminué et les retraites ont énormément augmenté. Donc on voit bien quand même qu'on est devenu, et c'est très sympa d'ailleurs, et c'est pas que la France, mais des États-providence très sympas où on protège, on a malgré tout quand même plutôt, fais attention à ce que je dis, mais plutôt des retraites mais qui sont correctes, on va dire, en France. Donc c'est super tout ça. Bon. Mais simplement, ça s'est un peu fait au détriment de notre protection. Louis, une petite question rapidement. Non, il y a deux choses. La première, c'est moi, ce qui me gêne quand même, c'est l'idée du grand emprunt. Je reviens sur ce que disait Éric Revel. Encore une fois, c'est la maladie française. Plutôt que de se dire, on va essayer de financer en réduisant nos dépenses, on se dit, on va lancer quelque chose de nouveau. Et d'une manière ou d'une autre, que ce soit un fonds d'épargne, et tout, dans tous les cas, c'est l'État qui paiera à la fin, c'est pas tellement le Français directement. Et ensuite, ma question s'adressait plutôt à Nicolas Bouzou. Est-ce que vous croyez sincèrement, aujourd'hui, que la classe politique est capable de faire ce que vous préconisez, à savoir faire des réductions de dépenses publiques, de réaffecter de dépenses pour augmenter le budget de la défense sans pour autant augmenter les impôts? Écoutez, moi je ne crois pas. Il faut voir comment. Non, mais c'est vrai que mais j'ai un souvenir il y a quelques semaines quand même du projet de loi de finances. C'est salé. En fait, c'est exactement l'inverse. Assez marginal. À mon sens, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire, le projet de loi de finances 2025, parce qu'en fait. Pour réduire les déficits, on charge la barque, grosso modo, des prélèvements sur les entreprises, on ne baisse pas les dépenses publiques, on ne réfléchit pas à ce qu'on pourrait faire d'intelligent en matière de fonctionnement de l'État. Et en fait, non mais pourquoi c'est une erreur, au-delà du fait que c'est pénible mais pourquoi c'est une erreur ? Parce que, en fait, un pays, pour se protéger, il a besoin d'être prospère et d'avoir de la croissance économique et donc des entreprises compétitives. Donc en fait, vous voyez que tout se tient. Un pays faible économiquement, c'est un pays qui a plus de difficultés à se protéger. C'est pour ça que les questions du travailler plus, la compétitivité et la productivité, c'est aussi lié en réalité à notre protection très concrète, au réarmement, exactement. Alors, Laetitia. Concernant le réarmement, en même temps, c'est un cercle vertueux. Parce que le réarmement, c'est aussi donner du travail à des usines, notamment françaises, parce que quand même, l'armement français, c'est pas rien. Et donc, d'autant plus que si on arrive à bien négocier avec l'Europe et que les Européens arrivent aussi à se réarmer davantage européens, et donc aussi français, plutôt qu'américains,
Ça sera du bénéfice, c'est-à-dire qu'évidemment, ça va créer des emplois, ça va créer des revenus sous forme d'impôts par des grandes entreprises qui vont bien tourner, etc. Donc, l'armement, c'est encore un autre sujet, c'est-à-dire qu'on ne paye pas à fond perdu, en réalité, surtout en France. Elle a raison, hein. Vraiment, non, mais excellente concert. Bah oui. Non, mais en fait, l'idée, surtout vis-à-vis de nos alliés avec plein de guillemets américains, qui sont quand même en train de nous lâcher, c'est de dire, vous êtes gentils, mais du coup, on se réarme avec de l'équipement européen, des armements européens. Et en fait, c'est tout à fait possible, parce que des industriels européens, il y en a énormément. Je mets le Royaume-Uni dedans. Il y en a énormément. Et donc, en fait, potentiellement, tous nos équipements militaires peuvent être européens si on accepte, en effet, de s'adresser aux industriels européens. Non. Alors, en France... C'est la réglementation européenne. Bah oui. En début juin prochain, le Conseil européen doit entériner le fait que les pays européens pourront acheter jusqu'à 35% de matériel américain. Et je trouve qu'il y a une vraie réflexion philosophique et économique à deux étages. Un philosophique, parce que ça veut dire que tous les pays européens qui disent mais oui, il faut agir en européen, les souverainetés européennes. En réalité, l'oncle Sam est parti, mais le premier réflexe qu'ils font, c'est d'aller acheter du matériel américain. Et deuxièmement, ça c'est pour la défense des intérêts français, évidemment, il faut tout faire pour que les Européens achètent des Rafales, pour qu'ils achètent des bateaux de Naval Group, une question d'Éric Revel, c'est la fin de l'émission. Alors moi, je ne m'adresse pas à Louis de Ragnel sur l'emprunt parce que je ne partage pas du tout son point de vue. Je m'adresse à Nicolas Bouzou. Je vais vous dire, l'emprunt d'État, il y a eu Pinay, il y a eu Balladur, il y a eu Giscard. Alors ça dépend à quoi on la dose parce que parfois ça a été catastrophique. Giscard, ça a été une catastrophe. Mais ce que je veux dire, c'est que l'emprunt, au-delà de la vertu de ponctionner une partie de l'épargne avec des taux d'intérêt intéressants, ça ressoude une société. Puisqu'on dit aux Français que la patrie a besoin de vous, pourquoi on ne lance pas un emprunt national pour donner une espèce de cohésion, d'élan? Alors, Nicolas Bouzou. Oui, non, mais de l'argent. Je pense que ça cartonnerait en plus. Moi, je pense que les Français sont tout à fait... même un taux d'intérêt, mais même 3,5%, enfin, quelque chose comme ça. Ouais, enfin bon, non mais je pense qu'en effet, cet élan patriotique, il sera très fort. Rachel, en conclusion, Allez, ça vient d'arriver. Non mais en fait, on pourrait dire, enfin je sais pas, que finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est la peur. Oui, mais ce qui coûte le plus cher aussi, je voudrais quand même qu'on soit très sensible à ça, c'est pas de préparer aujourd'hui et de faire monter nos dépenses militaires, c'est dans 5 ou 10 ans, si on a un problème, d'être obligé là de partir à la bataille sans avoir dépensé, sans avoir nos armements, etc. Et là, je peux vous dire que c'est pas 30 ou 40 milliards d'euros qu'on cherchera, mais voilà, ce sera énormément d'argent. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre le sujet, c'est évidemment pas que la Russie soit à Paris le week-end prochain. C'est personne de sérieux. Les Russes ne se baigneront pas dans la Seine. Ne peut penser ça. Mais c'est que avec ce monde qui devient un monde du rapport de force pur, nous soyons protégés, parce que malheureusement, on n'est plus dans le domaine du droit. Et pour ça, il faut du courage et pas de la peur.